Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Drone et Rapaces. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour explorer de plus près le monde des rapaces qui sont particulièrement sensibles au vol des drones. Que vous soyez un télépilote professionnel, un amateur ou bien passionné de nature, ce webinaire vous permettra de mieux comprendre le comportement et les enjeux de conservation des rapaces. Instant, pardon. Encore quelques personnes acceptées, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, nous aborderons les bonnes pratiques pour réduire l'impact de vos vols de drones et examinerons également donc, comment les drones peuvent à la fois soutenir la protection des rapaces et présenter certains risques. L'an dernier, nous avons proposé un webinaire plus axé sur l'usage des drones en espace naturel protégés ou non, comme les sites Natura 2000, parcs nationaux ou réserves naturelles. Le replay de ce webinaire est disponible sur YouTube et donc le lien sera partagé avec vous dans le chat dans quelques minutes. Ce webinaire sera également enregistré et nous vous enverrons donc la présentation PPT que vous voyez à votre écran, les liens et tous les documents utiles après cette session. Je vous demanderai donc de bien vouloir garder vos caméras et micros éteints lors de cette session. Et ce webinaire également se passera en deux parties, comme les sessions précédentes, donc à peu près 30-40 minutes de présentation et ensuite une session de questions-réponses à peu près de 20 à 30 minutes, on avisera en fonction de la présentation. N'hésitez pas donc à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation dans le chat. Nous y répondrons donc lors de la session prévue. Et merci à vous tous pour votre présence et merci à nos intervenants pour leur participation aujourd'hui. Et donc, justement, avant de commencer, je vais vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, Hélène Lousteau, chargée des missions médiation et conservation sur les Pyrénées à la Ligue pour la protection des oiseaux. Et bonjour à tous. Bonjour Hélène. Et Franck Rosdorfer, chargé de mission faune et interaction avec les activités de loisirs, chasse et survol au Parc national des Pyrénées. Bonjour tout le monde. Et donc, je suis Katia, chargée des clientèles chez Clérance. Donc, les drones, cette technologie clé de ces dernières années, ont transformé réellement de nombreux domaines et sont importants pour diverses activités professionnelles aujourd'hui, comme la science, la sécurité ou le suivi de la biodiversité ou bien d'autres encore. Aujourd'hui, donc, les drones ils sont de plus en plus utilisés tant pour des activités professionnelles que récréatives. Et en conséquence, les drones peuvent se retrouver en contact avec des rapaces lors de vols en milieu naturel. Et les télépilotes ne sont pas toujours conscients des impacts que cela peut avoir sur ces espèces protégées. À l'écran, vous voyez donc l'estimation issue de notre plateforme de gestion des vols de drones. Cette estimation est bien approximative car elle est incomplète, surtout parce qu'elle n'inclut pas des données de d'autres plateformes ou ni d'ailleurs des vérifications que les télépilotes font sur le site Géoportail. Mais ces chiffres montrent quand même une bonne augmentation de vols de drones à chaque année. Et pour nous, c'est vraiment crucial de sensibiliser les télépilotes aux bonnes pratiques pour éviter les dérangements de la faune et notamment des oiseaux. Et donc, pour commencer notre exploration des rapaces, je vais maintenant passer la parole à Hélène qui va nous présenter leur biologie. Oui, donc bonjour à tous. Donc on va commencer par exposer quelques éléments très généraux sur la biologie des rapaces. Donc on souhaitait commencer par ça pour poser quelques bases de connaissances pour mieux comprendre la suite du sujet dont on va vous parler aujourd'hui, à savoir les bons comportements à adopter lorsque l'on est télépilote et que l'on est amené aussi à voler en milieu naturel.
On souhaitait aussi vous exposer ces éléments pour que vous puissiez mieux comprendre les recommandations ou les consignes de vol que nous, en tant qu'acteurs de protection de la nature, on peut être amené à donner aussi aux télépilotes pour leur demander, dans certains cas, d'éviter les dérangements de rapaces notamment. Alors, pour simplifier, les rapaces, on peut les scinder en deux grands groupes. D'un côté, les rapaces diurnes, donc qui sont actifs de jour, notamment pour rechercher leur nourriture, et les rapaces nocturnes qui sont actifs la nuit. Donc aujourd'hui, on va se focaliser dans le cadre de ce webinaire sur les rapaces diurnes parce que ça va être ceux qui vont être principalement concernés par les vols de drones. Alors du coup, les rapaces diurnes en France se séparent en plusieurs familles. Donc on va avoir la famille des Accipitridés, qui est la famille qui regroupe la majorité des espèces de rapaces diurnes. Donc les espèces de vautours, de milans, de busards, les aigles, tout ça va se retrouver dans cette famille-là. Il y a ensuite la famille des falconidés qui regroupe toutes les espèces de faucons et la famille des penduonidés qui regroupe une seule espèce qui est le balbuzard pêcheur. Tous les rapaces, ils se caractérisent par le fait qu'ils sont, donc par leur régime alimentaire, par le fait qu'ils sont carnivores, donc ils se nourrissent de viande ou de poisson. Éventuellement, et ils peuvent être soit prédateurs, c'est-à-dire qu'ils vont chasser des animaux vivants, ou bien charognards, donc se nourrir d'animaux morts. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous dotés d'un bec crochu, acéré, tranchant pour déchiqueter et découper la viande, et aussi de cerf qui peut, pour le cas des rapaces prédateurs, servir à tuer et transporter leur proie. Alors, les rapaces diurnes, ils recherchent leur nourriture, ils chassent le jour en utilisant leur vue, qui est donc un sens extrêmement développé chez les rapaces, beaucoup plus que pour nous, êtres humains. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils sont capables de détecter des proies très petites ou un objet aussi très petit à une distance assez importante, hein, jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Et les rapaces ont aussi l'ouïe qui est assez développée, donc ils peuvent être sensibles au bruit et à certaines fréquences sonores, hein, et notamment détecter, donc pour ça, un drone à distance assez importante. Par contre, donc l'odorat, il est très peu développé chez les rapaces. Au niveau du vol, donc les vols des rapaces, des prédateurs, ils sont particulièrement agiles et ils peuvent être très rapides aussi. Donc on peut avoir en tête l'exemple du faucon pèlerin qui lui chasse en vol des oiseaux en vol. Donc il est très connu pour ses vols en piqué qui peuvent atteindre des vitesses très importantes. Et ensuite, il y a d'autres espèces de rapaces, comme par exemple les vautours, qui sont eux des charognards et qui sont beaucoup moins agiles et moins manœuvrants en vol parce qu'ils utilisent le vol plané et donc les courants thermiques pour se déplacer sur de très grandes distances sans avoir trop à battre des ailes et donc en limitant pas mal la dépense d'énergie. Alors, parmi les rapaces, certaines espèces sont sédentaires, comme par exemple l'aigle royal ou le gypaète barbu. Donc, ces espèces, elles vont être présentes sur le territoire français toute l'année. Et il y a d'autres espèces qui, elles, vont être migratrices strictes. Donc, c'est le cas, par exemple, du milan noir, du vautour pernoctaire ou du circaète Jean Leblanc. Et ces espèces, du coup, ne seront pas présentes en hiver en France, mais seulement au printemps ou en été pour assurer leur reproduction. Voilà, tout ça pour dire que la période de présence des rapaces sur le territoire, elle dépend des espèces et elle est à prendre en compte pour la planification des vols de drones. Et enfin, donc, quelques éléments sur la reproduction qui est peut-être le point un peu central. Donc, les rapaces sont des espèces qui sont territoriales, donc qui vivent en couple sur un même territoire. Sur ce territoire, les couples disposent d'un ou de plusieurs nids qu'ils vont utiliser chaque année pour élever leurs jeunes. Et ce territoire, il va être plus ou moins grand selon les espèces et il va la plupart du temps être défendu assez ardemment par les adultes pendant la période de reproduction.
Il y a des choses qui varient aussi selon les espèces. Ça va être la situation du nid. Donc, il peut être installé soit en falaise pour les rapaces rupestres, sur un arbre pour les rapaces arboricoles, au sol ou sur d'autres supports aussi, donc par exemple des pylônes, balcons ou des plateformes artificielles, par exemple. Voilà, donc tout ça aussi pour dire que le lieu et la période de reproduction varient selon les espèces et que tous ces paramètres-là sont essentiels à prendre en compte pour la planification des vols de drones. Et voilà, je laisse la parole à Franck. Et tu n'as pas ton micro activé, Franck. Effectivement, c'est mieux comme ça. Merci, Hélène. Donc, on va faire un petit point réglementaire qui est pas forcément le plus digeste, mais qu'il est important d'avoir en tête pour savoir de quoi on parle. Donc déjà, premier point, ayez en tête que tous les rapaces sont protégés en France et ce depuis 1972, quelle que soit l'espèce. La loi de 1976 sur la protection de la nature prévoit déjà qu'il est interdit de détruire, d'enlever les œufs ou les nids, de mutiler ou de détruire ou de capturer, d'enlever et de naturaliser des animaux de toutes les espèces protégées, quelles qu'elles soient. Euh, Qu'ils soient vivants ou morts, il est interdit de les transporter, ces espèces-là, de les colporter, de les utiliser, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter. La destruction ou l'altération du milieu qui est particulier à une espèce protégée, qu'elle soit animale ou végétale, est également interdite. Ces éléments-là ont été complétés par la suite par un arrêté d'octobre 2009 qui fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Alors, dans cette liste figurait effectivement, évidemment, l'ensemble des espèces de rapaces présentes sur le territoire français. Là encore, on précise un peu ce qui était dit avant. Cet arrêté prévoit notamment l'interdiction sur tout le territoire métropolitain et en tout temps pour les espèces menacées, qu'il s'agisse donc de falconidés ou d'accipitridés, comme l'a dit Hélène, pardon, la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans leur milieu naturel. La perturbation intentionnelle, elle aussi, de ces oiseaux est prise en compte par cet arrêté, notamment au moment de la reproduction, surtout si on est en mesure de montrer que cette perturbation remet en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce qu'on considérera. À noter également l'interdiction de la destruction, de l'altération, de la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos connus de ces animaux. Donc tous ces éléments sont repris dans l'article L411-1 du Code de l'environnement. Et concernant les peines encourues, puisque c'est en général la question qui vient ensuite, elles sont prévues là aussi par le Code de l'environnement, l'article L415-3, et qui prévoit que donc les peines peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement ou 150 000 euros d'amende pour le fait de contrevenir, donc de porter atteinte à la conservation des espèces animales évoquées au-dessus. Certaines des espèces dont on parle aujourd'hui, donc les rapaces, sont particulièrement fragiles et menacées, et pour cela, elles bénéficient, en plus des mesures réglementaires qu'on a évoquées, de plans nationaux d'action. Alors on peut citer le cas du vautour percnoptère, du milan royal ou du gypaète barbu, qui sont trois espèces qui ont chacune un plan dédié. Ces plans ont été mis en place notamment en raison d'effectifs faibles ou de statuts de conservation très fragiles. Enfin, on a le gypaète barbu qu'on a déjà évoqué, qui bénéficie d'un arrêté spécifique qui ne concerne que cette espèce, arrêté de juillet 2013, qui porte interdiction de perturbation intentionnelle de l'oiseau, en spécifiant bien que cette perturbation intentionnelle, elle ne doit pas avoir lieu sur les aires de nidification ou sur les placettes où ils se nourrissent. Ça correspond, enfin, c'est valable sur l'ensemble du territoire national et c'est valable du 1er novembre au 15 août, qui correspond en fait à la période de reproduction de cette espèce. Voilà. À savoir quand même que malgré donc ce statut de protection qui a été quand même bien fixé, et ce depuis plusieurs années, il y a pas mal de menaces qui pèsent encore sur ces espèces de rapaces, notamment des tirs, du poison, des collisions, qu'il s'agisse de collisions routières ou sur des câbles,
et qui sont des causes de mortalité qu'on relève encore malheureusement régulièrement. Voilà. D'autres menaces concernent les perturbations liées à l'ensemble des activités humaines, dont les vols de drones, et qui peuvent entraîner finalement des échecs de reproduction et nuire à la conservation de ces espèces à moyen ou à long terme. Voilà. Et, et justement, les drones peuvent, dans certains cas, être très utiles pour aider à mener des actions de conservation pour ces espèces. Nous allons voir en quoi avec Hélène et Marc et Franck, pardon, qui vont nous donner quelques exemples. Oui, donc effectivement, hein, le drone, vous le savez probablement tous, il est de plus en plus utilisé dans le domaine de l'environnement et notamment pour des actions de conservation de la biodiversité. Donc à la LPO, par exemple, on utilise le drone dans le cadre de certaines actions et on a aussi des télépilotes qui sont formés à la LPO pour utiliser donc, cette nouvelle technologie. Donc là, on voulait vous juste à titre d'exemple vous donner des cas d'utilisation du drone à des fins conservatoires. Donc ces exemples-là, ils ne sont pas exhaustifs, hein. Mais donc une des utilisations qui est peut-être la plus connue, c'est l'utilisation du drone pour inventorier ou trouver des nids. Donc, par exemple, à la LPO, le drone est utilisé pour trouver des nids de busards dans les champs de céréales dans plusieurs régions de France. Donc là, le drone, il permet de repérer assez rapidement et facilement des nids de busards dans les champs de céréales. Et ensuite, les nichés peuvent être signalés aux agriculteurs pour qu'on puisse poser des cages pour protéger les poussins qui ne sont pas encore volants pendant les moissons. Voilà, donc dans ce cas-là, l'utilisation du drone, il facilite énormément la tâche d'identification des nids et il permet aussi de survoler du coup les cultures sans laisser de traces, donc en limitant aussi les dégâts et la potentielle prédation des nichés par des prédateurs terrestres. Un autre exemple d'utilisation qui peut y avoir, c'est l'équipement de câbles dangereux avec des drones. Donc, par exemple, en 2018, le parc national de la Vanoise a utilisé des drones pour équiper des câbles dangereux pour l'avifaune avec des Firefly. Donc, c'est des petits drapeaux qui permettent en fait d'aider à la visualisation des câbles dangereux par l'avifaune. Voilà. Et ensuite, un autre exemple, le drone peut aussi être utilisé pour faire du suivi de reproduction, notamment dans des zones qui sont inaccessibles ou difficiles d'accès par voie terrestre, ou aussi éventuellement pour du comptage d'oiseaux nicheurs. Juste à noter là que tous ces exemples d'actions de conservation que j'ai mentionnés sont réalisés à chaque fois pour des opérations qui ont vraiment un but scientifique ou à visée de protection et qui sont très encadrées en France. Donc, il y a toujours des demandes CERFA qui sont déposées auprès des services de l'État et des mesures qui sont prises en général hein, aussi pour limiter le dérangement, comme des hauteurs minimales de survol, par exemple, la formation des télépilotes, etc. Donc, bon, comme vous savez, hein, le drone, il présente des avantages assez importants. Donc, le principal avantage, ça va être probablement son coût de fonctionnement qui est beaucoup plus faible qu'avec l'utilisation de moyens traditionnels, notamment si on réalise des inventaires au sol, par exemple. Ça va permettre, les drones vont permettre de réaliser des actions aussi parfois de façon plus précise, plus rapide, avec un gain de temps qui est assez important et aussi parfois plus sécuritaire que quand on utilise des méthodes traditionnelles. Un autre avantage, comme je l'évoquais, c'est que les drones peuvent permettre d'inventorier ou d'aller dans des secteurs qui sont inaccessibles ou difficiles d'accès et aussi de détecter potentiellement des espèces qui sont difficiles à détecter, donc des espèces critiques ou nocturnes. Voilà, enfin, donc juste une dernière avantage qu'on peut mentionner, c'est que l'utilisation du drone, c'est parfois moins invasif envers la faune que l'utilisation d'autres moyens, notamment aériens comme l'hélicoptère, évidemment à condition de respecter certaines bonnes pratiques.
Bon, voilà. Donc là, je vous ai présenté un peu tous les avantages. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est aussi de rappeler et d'expliquer qu'il y a certaines limites, évidemment. Donc, vu que c'est une technologie assez récente, on n'a pas vraiment encore énormément de recul pour connaître les effets long terme sur la reproduction et la santé des oiseaux. Et les études qui traitent de ce sujet, elles sont quand même encore assez rares et souvent elles ne prennent pas ou peu en compte les réactions qui sont physiologiques, c'est-à-dire qui sont invisibles, comme par exemple le stress des oiseaux. L'autre risque, c'est que cette technologie elle se développe très rapidement et que les drones ils sont aussi utilisés dans plein d'autres domaines que celui de la conservation, notamment la cartographie, l'ingénierie, mais aussi les activités récréatives, comme l'a dit Katia au début. Donc, cette quantité assez exponentielle de drones dans les airs et aussi en milieu naturel, ça amène de nouvelles menaces pour la faune, notamment parce que les bonnes pratiques, elles ne sont pas forcément connues ou respectées, aussi parce que parfois les zones sensibles pour la faune sont difficilement accessibles, ou parfois aussi les couches d'espace naturel sont difficilement compréhensibles pour les télépilotes. Ouais. Donc, le drone est une technologie très prometteuse qui offre un potentiel immense pour faire avancer la recherche et mettre en place des actions de conservation plus sécuritaires pour les opérateurs, moins coûteuses et plus efficaces. Et pourtant, l'utilisation du drone proche des rapaces peut poser certains problèmes et donc présenter certains risques, ce que vont nous expliquer Franck et Hélène. Pardon. Effectivement, il y a plusieurs réactions ou réponses comportementales possibles des rapaces face aux drones, des réactions qui ont pu être notamment observées par des gestionnaires d'espaces naturels. Alors attention, petite alerte pour tous les auditeurs, les vidéos que nous allons vous présenter là maintenant, elles servent d'illustration aux propos, mais sont aussi un exemple de tout ce que vous ne devez pas faire avec un drone. Des vols beaucoup trop proches des animaux, des drones qui suivent des animaux en fuite ou qui pénètrent des zones sensibles, qui volent en rase-mat. Enfin, voilà, on détaillera ensuite les bonnes pratiques, mais voilà, là, ce qu'on vous montre, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Donc la première réaction qui a été peut-être, oui, sans doute la première qui a été repérée d'un repasse vis-à-vis d'un drone, c'est l'attaque, une réaction d'agressivité. Ces attaques, elles sont souvent le fait de certaines espèces particulières, type faucon ou aigle, qui sont des espèces prédatrices, qui ont des comportements de défense de territoire plus marqués que d'autres. Euh, et attention, ces défenses de territoire, ça ne concerne pas que les environs du nid, ça peut être beaucoup plus large selon les oiseaux. Euh, et de plus, le drone peut être identifié par ces oiseaux soit comme un prédateur potentiel, donc il faut chasser ou éliminer le territoire, certes, mais ça peut aussi être pris pour une proie. Voilà. Donc voilà, là où on voit bien à l'écran l'aigle qui a attaqué à plusieurs reprises et qui finit par se saisir du drone et qui l'amènera plus loin. Alors après, l'histoire ne dit pas dans quel état finit le drone, mais en tout cas, c'est une situation euh, tant pour vous que pour le rapace qu'il faut absolument éviter. Voilà. Une autre réaction euh, assez fréquente, peut-être un peu moins vue, c'est la fuite. Cette fuite, elle s'explique par la peur de l'animal provoquée par le vol du drone à proximité. Cette peur, elle peut être provoquée, causée par la vitesse et la trajectoire imprévisible de l'appareil. Le drone n'a pas un vol qui correspond à une espèce animale normale. Ça peut aussi être causé par une arrivée qui est subite et pas prévue par l'oiseau, avec un angle un peu imprévu aussi ou encore une fois anormal. Et également le problème du bruit. Hélène vous l'a expliqué tout à l'heure, les rapaces ont une ouïe qui est de bonne qualité. Ce sont des oiseaux qui communiquent par les cris, donc ils sont sensibles à certaines longueurs d'onde et certaines peuvent être particulièrement dérangeantes. Voilà. Troisième cas de réaction. Alors,
pas toujours vu, pas toujours visible, pas toujours pris en compte. Euh, c'est une modification dans la vigilance ou un état de stress. Ce sont des réactions physiologiques souvent invisibles par les observateurs néophytes, qui peuvent être prises à tort pour de l'indifférence. Pour autant, ça n'est pas le cas. Elles peuvent engendrer un stress qui est parfois considérable. On a le cas des vautours fauves, par exemple, qui souvent n'ont pas de réaction comportementale visible. Et pourtant, on a une ou deux études qui commencent à sortir et qui montrent le stress qui peut y avoir. Et ça peut être opéré au niveau des hormones. Là, vous avez vu deux jeunes balbuzards au nid. On voit bien la position des oiseaux. Un qui s'agite et qui menace de tomber d'ailleurs, et l'autre qui fait un peu la crêpe et qui montre bien cette situation de stress. Donc, de façon générale, les quelques études qui ont été menées ont tendance à montrer qu'un drone à une hauteur de 60 à 100 mètres de la faune ne semble pas générer de réponse comportementale forte des animaux. Pour autant, voilà, les rapaces, ça reste un groupe à part, avec des réactions qui sont un peu plus fortes en général que le reste de la faune. Alors, ces différentes réactions, elles ont des conséquences, pas toujours immédiates. La fuite, qui est peut-être la plus évidente, encore une fois, donc prenons l'exemple d'un vol de drone trop proche du nid qui va entraîner la fuite des adultes, elle peut avoir de lourdes conséquences sur la reproduction. En effet, si l'œuf enfin, le ou les œufs ou les jeunes en bas âge sont laissés seuls au nid, ils peuvent être mal thermorégulés, donc puisque non couvés, ou même directement prédatés. Par exemple, on a les grands corbeaux en montagne qui sont souvent aux alentours des nids et qui profitent de ce genre d'opportunités. Donc ça peut entraîner un échec de reproduction. Et pour des espèces de rapaces pour lesquelles la productivité elle est très faible, comme les vautours par exemple, ça peut être dommageable pour la conservation à moyen ou à long terme de l'espèce elle-même. Pour le cas des attaques, on a deux conséquences assez évidentes. La première, c'est des dégâts potentiels, ce qu'on a vu tout à l'heure, sur le drone lui-même. Et la deuxième, qui est celle qui nous intéresse à nous le plus, sont les potentielles blessures de l'oiseau. Les pales du drone, vous le savez, sont très rapides et relativement tranchantes, donc elles peuvent causer des dommages importants sur un rapace. Et là, nous l'a expliqué, la biologie du rapace, pour une grande partie, ce sont des prédateurs. S'il y a une blessure soit aux ailes, soit au cerf, autant dire que l'oiseau est condamné. Enfin, on a les réactions de stress qu'on a évoquées un peu avant. Euh, Si ce stress, il peut être invisible pour l'observateur sur le moment même, il se traduit en fait souvent par des variations hormonales dont l'effet retard peut entraîner alors, un affaiblissement de l'oiseau ou un temps moindre consacré à l'alimentation, ce qui est très important, et à terme une augmentation du parasitisme ou une diminution de la fécondité. Les deux sont souvent liés d'ailleurs. Donc toutes ces conséquences sont négatives évidemment pour la reproduction, voire pour la survie de certaines espèces de faune qui sont aujourd'hui menacées, comme c'est le cas, nous l'avons vu, du gypaète barbu, qui est sans doute une des plus sensibles au dérangement. Donc, Ah, vous tiens. l'avez compris, un vol de drone, merci Franck. Un vol de drone au mauvais endroit et au mauvais moment peut avoir des conséquences donc très graves sur les oiseaux et leur reproduction, sans parler de drone. Pourtant, le drone aujourd'hui peut aussi être utilisé à des fins de recherche, comme nous l'avons vu précédemment. Il s'agit donc d'appliquer certaines recommandations pour que l'efficacité du drone reste totale et éviter les impacts négatifs. Je vais donc laisser la parole à toi, Franck. Oui. Donc, on va faire un petit rappel de ce qu'on avait évoqué sur les précédents webinaires. Ça peut paraître du bon sens, mais la première chose à faire pour un pilote de drone, c'est de se renseigner sur la zone dans laquelle il a prévu de voler. De quel est le statut de protection dont bénéficie l'espace naturel dans lequel je veux aller voler. C'est vraiment la première question à se poser. S'il s'agit d'un espace réglementé, alors par exemple, cœur de parc national, réserve naturelle nationale ou un arrêté de protection de biotope, le vol en drone est généralement, alors c'est pas du 100%, mais c'est très généralement interdit.
Pour savoir où on vole, on peut soit utiliser la couche des espaces naturels qui est disponible sur Géoportail, ou pour plus de détails, vous revisionnerez le replay du webinaire de l'année dernière sur lequel on a mis tous les détails, toutes les couches qui sont intéressantes. Et en cas de doute sur une zone où, si on ne trouve pas l'information en libre service, comme l'a évoqué Hélène, hein, des fois c'est pas toujours évident ou pas toujours disponible ou lisible, ne surtout pas hésiter à contacter directement les gestionnaires des sites ou les services de la préfecture. Il y aura toujours quelqu'un, normalement il y a une personne à chaque préfecture qui est en charge de la gestion des vols et qui doit vous rediriger et vous donner les bonnes réglementations. Voilà, et on voulait aussi évoquer aujourd'hui avec vous les zones de sensibilité majeure ou ZSM, qui sont en fait des zones de portée à connaissance, ce sont des périmètres qui sont tracés autour des nids de grands rapaces, et notamment le vautour pernoctaire et le gypaète barbu en zone de montagne, pour essayer de limiter les dérangements liés aux activités humaines et entre autres activités, les vols de drones. Voilà, donc ces zones-là, elles ont effectivement pas de portée réglementaire. Pour donner un petit peu quelques détails au niveau de la taille de ces zones, les ZSM, le périmètre, il est d'environ 1500 à 1700 mètres de rayon autour du nid pour tout ce qui est activité bruyante et notamment les drones. Donc, ça peut paraître une distance assez importante, mais en fait, ces grands rapaces, ils sont très, très sensibles au dérangement. Et ils sont capables aussi, notamment pour le gypaète barbu, de détecter des activités jusqu'à 2 km de distance du nid, d'où la taille de ces ZSM qui est importante pour les activités bruyantes et le drone. Ces zones, donc, on dit qu'elles s'activent et qu'elles se désactivent en fonction de la période et de l'occupation effective des nids, donc selon si on est en période de reproduction, donc en période sensible ou pas. Et lorsque la ZSM est active, donc en période de reproduction, on demande aux usagers de ne pas d'éviter les activités dans ces zones et aux pilotes et aux télépilotes de ne pas voler dans les ZSM. Donc la question qui revient souvent et à laquelle on va essayer de vous apporter des réponses aujourd'hui, c'est de savoir où trouver ces zones. Parce que parfois, effectivement, c'est compliqué de trouver ces informations-là. Donc, depuis assez récemment, les ZSM JPEG Barbu, elles sont publiées à l'information aéronautique dans la section ENR 5.6-A. Et il y a aussi des cartes qui sont mises à jour et actualisées régulièrement sur le site du service technique de l'aviation civile. Voilà, donc là, vous voyez à l'écran une image. Les ZSM JPEG Barbu sont aussi affichés en partie sur la plateforme que vous connaissez peut-être, DroneSpot. Mais ça, il faut garder quand même à l'esprit que ce n'est pas exhaustif tout à fait. En revanche, vous pourrez retrouver les informations ZSM JPEG Barbu et vos tours pernoctaires toutes disponibles sur Clearance. Et je vais laisser après la parole à Katia pour détailler ça. Et sinon, alors je ne sais pas si on va passer la vidéo aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur le principe de ZSM, il y a effectivement sur YouTube une vidéo qui explique de façon assez claire ce qu'est une ZSM en quelques minutes. Donc voilà, on vous invite à la visionner aussi pour approfondir le sujet. Et donc je te laisse la parole, Katia, pour parler de clearance et des bonnes pratiques générales. Merci. Donc, effectivement, la plateforme Clearance. Problème avec la vidéo. Hop. Ouais. La plateforme Clearance peut être utile pour vous, surtout pour vous télépilotes, pour garantir avant tout votre conformité avec la réglementation aérienne. Et donc, notre plateforme permet aux télépilotes de planifier leur vol de drone, d'analyser le contexte réglementaire et d'obtenir les autorisations nécessaires. Donc, que ce soit pour des zones naturelles comme les ZSM, les parcs nationaux ou d'autres contraintes aériennes, vous avez accès directement aux bons contacts depuis notre interface et vous pouvez envoyer vos demandes de vol de drone assez rapidement. Maintenant, je vais passer aux bonnes pratiques.
donc des vols de drones en espace naturel. Donc, quel que soit le type d'espace naturel dans lequel on se trouve, il est toujours important de garder à l'esprit que le drone, lors de son vol, peut entrer en interaction avec un oiseau et potentiellement un rapace, et que cette interaction, selon la période, le lieu et l'espèce, peut avoir des conséquences négatives tant pour l'oiseau que pour le drone. Et afin de limiter son impact via ces activités drone, le télépilote peut garder à l'esprit ces quelques bonnes pratiques euh, qui récapitulent ce que nous avons essayé de vous expliquer aujourd'hui. Pour ces 10 points, on peut aussi peut-être ajouter que lorsque vous avez la possibilité de planifier, de programmer vos vols à l'avance, la période d'automne est globalement moins sensible pour les oiseaux, et donc votre vol de drone en milieu naturel sera donc possiblement moins problématique à cette période-là. Euh, Vous pouvez retrouver cette affiche donc de ces bonnes pratiques en téléchargement sur le site de la LPO. Vous avez le lien sur le même slide, et donc effectivement, à un moment, on vous enverra cette présentation. Vous allez pouvoir télécharger cette affiche. Euh, et je pense que sur ça, on va finir. Je vous remercie donc pour votre attention et votre participation surtout aujourd'hui. Il est très important d'être vigilant sur ce sujet, et j'espère que vous avez découvert des nouvelles informations, des informations utiles qui vous accompagneront dans vos futures activités. Et donc, on va maintenant passer à la session de questions. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou bien lever le main et peut-être activer le micro pour poser votre question si c'est plus pratique pour vous comme ça. Oui, il y aura effectivement un replay. Pardon, Hélène et Franck, je me permets de répondre. Donc, effectivement, comme j'ai mentionné au début de de ce webinaire. Ce webinaire est également enregistré, donc ça prendra peut-être une ou deux semaines pour le mettre en ligne, mais il sera disponible et on vous enverra à votre adresse mail que vous avez utilisée pour l'inscription. Donc, on vous enverra toutes les informations sur votre adresse mail. Alors, donc là, on a déjà quelques questions. Je ne sais pas si Hélène, Franck, vous voulez choisir en particulier, ou on peut commencer dès le départ. Donc, le premier qu'on a, si je ne me trompe pas, c'est donc l'effet de groupe chez les oiseaux a-t-il une influence sur la décision d'attaquer, sur leur décision d'attaquer, pardon? Alors, je vais faire un début de réponse qui sera pas complète. Euh, En fait, voilà, ça va dépendre, tout dépend de plusieurs choses, de quelle espèce d'oiseau on parle. Là, aujourd'hui, on a quand même fait un focus sur les rapaces, qui sont des oiseaux, au moins en période de reproduction, qui sont plutôt en couple ou en trio, voire isolés. Donc, c'est plus alors, sur les oiseaux, encore une fois, sur les rapaces, c'est plus la période sensible ou la localisation de l'appareil qui va déclencher ou non l'attaque. Après, on a d'autres oiseaux qui vont jouer sur leur effet de nombre, notamment tout ce qui est l'aridé, donc les mouettes, les choses comme ça, qui vont jouer sur l'effet de nombre pour, non pas pour attaquer, mais enfin, pour repousser plutôt ce qui va être pris pour une attaque. Mais voilà, ça va être plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Voilà. Par contre, c'est enfin, l'effet du groupe des oiseaux, si on peut parler de groupe à deux ou trois, va influencer sur l'impact qu'aura le- l'arrivée du drone. C'est-à-dire que si on a deux adultes sur un nid et qu'il y en a un qui se charge du drone, ça veut dire qu'il restera un adulte pour surveiller les poussins ou les œufs.
Si l'adulte qui est au nid est tout seul, effectivement, s'il doit prendre en charge le drone, on va avoir un problème sur la reproduction, enfin, sur la surveillance des œufs ou des poussins. Ok. Après, je vois une autre question par rapport à qui soulève voilà, le fait qu'on demande de ne pas voler trop proche des falaises ou de la canopée, notamment pas en dessous de 50 mètres, et ensuite de ne pas voler trop haut non plus. Donc là, je pense que c'est, enfin, Franck, tu me complètes, mais que c'était aussi lié, enfin, on demande de ne pas voler trop haut pour pouvoir aussi être en mesure de poser son drone assez rapidement si on repère qu'il y a un rapace à proximité, par exemple. Donc, c'est vrai que nous, quand on donne des consignes de vol dans les Pyrénées, on demande à ce qu'il y ait un télépilote et un co-télépilote, du coup, qui serait vraiment en charge de surveiller en fait les alentours pour être en mesure d'assez rapidement avertir le télépilote de demander de poser le drone si jamais un rapace vole à proximité. Oui, tout à fait, Hélène. Je peux compléter effectivement. On demande, oui, il y a deux choses. Il y a l'étude qu'on a évoquée à un moment donné dans le webinaire qui dit qu'en dessous de 60 mètres, on a un peu moins d'impact, on va dire, sur la faune au sol. Donc, effectivement, il y a cette hauteur minimale qu'on demande de respecter. En tout état de cause, pas de rase-motte, ça c'est sûr. Mais voilà, cette hauteur minimale qu'on demande de respecter pour garder une distance de sécurité par rapport au nid potentiel qu'on n'aurait pas repéré. Et voilà, à l'inverse, pas trop haut pour pouvoir rabattre le drone suffisamment rapidement en cas de présence de rapaces notamment. Ok, Hélène. Euh, Est-ce qu'on peut appliquer Julien, pour tous les oiseaux? Alors, voilà, c'est pratique, enfin, c'est bonne pratique. On a essayé de faire quelque chose qui soit compatible. C'est un peu une cote mal taillée, comme vous l'a dit Hélène. On a assez peu d'études, on est un peu sur le principe de précaution. Donc, c'est des bonnes pratiques qui, normalement, permettent de limiter la casse ou les dégâts, si on peut dire, avec une grande majorité des espèces. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que plus vous garderez de distance avec la faune sauvage, mieux c'est. Voilà. ouais, je pense que là, on a donné quand même des principes de précaution assez larges qui sont valables sur pas mal d'espèces. Après, il y en a peut-être effectivement qui sont moins sensibles que d'autres, mais je pense quand même qu'on peut dire que c'est valable pour beaucoup d'oiseaux. Après, je lis effectivement un commentaire qui dit que l'accès à l'information, notamment sur tout ce qui est réglementation, les zones sensibles, espaces naturels, est compliqué à obtenir pour préparer les vols. Donc après, je pense qu'on est d'accord avec vous et c'est pour ça qu'on essaie d'organiser aussi ce type de webinaire pour déjà expliquer la complexité des réglementations de ces espaces et essayer aussi d'informer les usagers sur où et comment trouver l'information, même si on est bien d'accord que voilà, tout ça n'est pas simple et qu'il y a certainement encore un peu de travail pour arriver à simplifier tout ça. Effectivement, on y travaille. Les mentalités aussi sont en train d'évoluer en termes de sensibilité, de, de données qui seraient gardées par certaines. Donc voilà, on travaille fort avec la LPO pour essayer de diffuser cette information. Alors après, est-ce que c'est l'OFB qui doit centraliser ou l'ADREAL ou les DREAL, je ne sais pas, mais voilà, ce qui est important, c'est qu'il y ait des outils qui soient utilisables par le public, par les professionnels, pour avoir ces données de façon efficace. Je vois la remarque par rapport à comment réagir en cas d'attaque avec une proposition pour monter en altitude. Euh, je pense que ça va dépendre de pas mal de facteurs et notamment de à quelle altitude déjà au départ se trouve le drone. S'il est déjà très haut, effectivement, le temps de le descendre, il peut y avoir attaque quand même.
Mais c'est ce que disait Hélène, c'est ce qu'on demande, nous, dans les Pyrénées. L'idéal, je pense, c'est d'avoir un copilote qui garde un œil sur l'environnement pour justement garder cette marge de manœuvre suffisante dès qu'il y a l'apparition d'un rapace. Parce que monter en altitude, selon le rapace auquel vous aurez affaire, il pourra monter aussi, peut-être plus vite que le drone, ou plus longtemps en tout cas, donc je ne sais pas. J'avoue que là, on est un peu dans les limites de l'exercice. Il y a une question sur Clearance, Katia, Oui. si tu souhaites répondre, savoir si ça fonctionne en dehors du territoire métropolitain. Donc, effectivement, l'application Clearance est disponible sur le territoire métropolitain et des Outre-mer, mais uniquement au territoire français, du coup, donc pas d'autres pays européens. Hum, Mais du territoire des Outre-mer, effectivement, toutes les contraintes, ils sont listées et ils ont des bons contacts ensuite à contacter pour déposer votre demande d'accord. Mhm. Il y a une question sur les référentiels des distances à respecter selon l'espèce de rapace ou les guides d'espèces. Les guildes d'espèces. Alors, moi, je vais apporter les réponses sur les. Donc, moi, je travaille sur les grands rapaces dans les Pyrénées. Je ne sais pas si on l'a précisé. Du coup, là, pour ces espèces-là qui bénéficient de PNA, on a effectivement effectué des études qui ont déterminé les distances à partir de laquelle les oiseaux pouvaient être dérangés. Donc, c'est sur ça ensuite que l'outil ZSM a justement été développé. Donc, c'est des distances qui sont assez importantes. Donc, c'est pour les activités bruyantes, 1500, 1700 mètres d'une distance autour du nid pour le gypaète barbu. C'est à peu près pareil pour le vautour parnoptère et pour tout ce qui est activité non bruyante, notamment activité de pleine nature. Voilà, escalade ou autre. Donc là, ça va être une distance plus proche du nid, de 500 à 700 mètres de distance du nid à peu près. Ensuite, il faudrait regarder les études. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un document qui répertorie exactement les distances, mais je pense qu'on a quand même des études qui, par espèce, notamment pour les rapaces, sont capables de donner un ordre d'idée des distances à respecter, mais ça sera dans tous les cas plus d'une centaine de mètres, en tout cas autour du nid. Plusieurs centaines de mètres. Euh, Par rapport aux études sur le dérangement, on vous fournira un document assez détaillé avec de la bibliographie. Donc, il y en a quelques-unes qui ont été faites. Il y en a une qui a été faite assez récemment, l'année dernière, sur les vautours et le drone. Donc, ça, on pourra vous donner vous communiquer les références et également les autres études sur le sujet. Il y a une question sur la couleur aussi. Mm. Euh, alors, il y a des études qui sont en cours. Alors, c'est pas directement la couleur qui va déclencher forcément l'attaque. Par contre, la couleur, elle va rendre le drone plus ou moins visible en fonction des espèces. Donc là, la recherche, elle avance et c'est un élément qu'on essaie de prendre en compte, notamment pour les effaroucheurs ou les dispositifs de visualisation, qu'a évoqué Hélène tout à l'heure encore. On essaie de voir justement dans quelle gamme de couleurs chaque espèce a le plus de capacité pour adapter ces dispositifs de visualisation pour qu'ils soient le plus visibles. Donc de la même façon, selon la couleur du drone et selon l'espèce, sa visibilité elle sera plus ou moins bonne. Et de ce fait, elle pourra être repérée, donc attaquée plus ou moins bien. Par contre, on n'a pas aujourd'hui les éléments pour répondre à cette question. Il y a un site web. Alors, pour ce qui est du site ou du lien qui donne la présence ou non d'une espèce, non. Ce sont des espèces qui sont quand même très mobiles, avec des très... Alors, comme l'a dit Hélène, il y en a qui sont en migration, d'autres qui sont sédentaires. Pour autant, même les sédentaires, ils ont un territoire qui est relativement grand.
Donc les seules zones qu'on a géoréférencées, ce sont les zones de reproduction, ce sont celles dont on vous a parlé qui existent sous forme de ZSM. Ce sont celles-là auxquelles vous aurez accès. Euh, pour l'instant, on en est là, c'est déjà pas mal. Euh, Après, bon, je peux pas répondre pour les autres gestionnaires d'espaces naturels. Nous, je sais qu'on essaie d'être, que ce soit Hélène ou moi, on essaie d'être très réactif sur ce genre de demandes quand on a des demandes de vol pour voir s'il y a des enjeux. Euh, mais voilà, aujourd'hui, on ne pourra pas faire autre chose, je pense, que localiser des aires de reproduction de rapaces. Les autres espèces, les petites espèces, on va dire, c'est très nombreux, très mobile. Donc, on va plus raisonner en termes d'habitat. Ça veut dire un petit peu de sensibilisation à votre attention, savoir reconnaître un milieu potentiel et mettre en œuvre des mesures de précaution. Voilà. Se dire, voilà, tel habitat, à telle période, potentiellement, j'ai une espèce qui pourrait être là en reproduction, donc je vais prendre telle mesure dans mon vol pour limiter le dérangement potentiel. On pourra difficilement faire mieux que ça. Et juste pour compléter, sur une petite information sur ça, il y a aussi la plateforme, je ne sais pas si vous connaissez Biodisport, qui est là donc, pour les usagers, pour le monde sportif, mais les infos sont aussi reprises sur DroneSpot, donc ça peut être intéressant. Donc là, il peut y avoir aussi certaines zones sensibles d'autres espèces qui peuvent être référencées et cartographiées sur ce site-là, mais voilà, c'est un complément d'information, c'est pas du tout quelque chose qui est exhaustif et dans tous les cas, il faut essayer dans la mesure du possible de contacter les gestionnaires locaux. Après, il y en a Bruno qui nous dit qu'on peut considérer qu'il y a maintenant besoin de 100 mètres de distance horizontale. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, plus vous êtes loin, mieux c'est. Euh, on a des espèces qui sont plus sensibles que d'autres. Maintenant, nous, on travaille sur les Pyrénées, on est souvent sur des petits milieux. Si moi, par exemple, je sais qu'une zone à laquelle j'essaie de demander aux gens de faire très attention, c'est tout ce qui est lisière forestière. Ben, on se rend compte que si on reste à 100 mètres d'une lisière forestière, chez nous, il n'y a plus beaucoup d'endroits où vous allez pouvoir voler. Donc voilà, on est dans un contexte où on essaie de concilier vos besoins ou les besoins de l'étude pour laquelle vous allez travailler et les besoins pour l'environnement. Et bon, on était sur 50 mètres. Si vous pouvez respecter 100 mètres, effectivement, ça sera toujours mieux. Je vois dessous le message de Kevin. Donc, on a parlé de vous tout à l'heure avec Hélène, donc, puisque vous nous avez contacté il n'y a pas très longtemps. Je renouvelle ce que je vous ai dit par mail. Je pense que vous devriez vraiment vous rapprocher de la LPO, qui dispose de plusieurs personnes spécialistes de diverses espèces et nous expliquer exactement ce que vous attendez pour votre projet, parce que voilà, on n'avait pas tous les éléments pour vous répondre. Et ensuite, il y a Alexandra qui demande ce qu'on fait quand on constate un mauvais comportement de télépilote. Ben, à moins que vous soyez commissionné, et que vous puissiez intervenir, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça va dépendre de la personne. Et puis, il y a au moins deux cas de figure. C'est la personne qui le fait sciemment et la personne qui le fait par méconnaissance. Si on part du principe que c'est par méconnaissance, et moi je vous invite à vous rapprocher de la personne et à lui expliquer tout simplement. Si c'est sciemment, ben, je pense qu'elle vous enverra balader et à ce moment-là, ben, vous faites remonter l'information à l'OFB qui est l'autorité la plus à même d'intervenir sur ce genre d'infraction, puisque ça n'est une. Et sur les réseaux sociaux, sur ce sujet-là aussi, ça nous arrive effectivement bon, malheureusement, il y a pas mal de vidéos comme celle qu'on a utilisée aujourd'hui pour illustrer nos propos, dans lesquelles voilà, on peut voir des poursuites en drone de rapaces, d'oiseaux, des comportements qui sont pas forcément adaptés. Nous, en général, quand on repère ce type de vidéo et qu'il s'agit de télépilotes français, on essaie de prendre contact avec eux en leur demandant, voilà, en leur rappelant
tout le contexte réglementaire, les aspects de dérangement, et on leur demande de retirer leurs vidéos des réseaux aussi. Je rebondis sur la remarque de Bruno Beck, qui est très pertinente et qui fait également partie, effectivement, des consignes qu'on donne dans les manières de voler. Alors, je suis passé très très vite dessus tout à l'heure, mais effectivement, la façon de voler a une influence énorme sur la réaction des animaux. Un vol rapide avec des changements brusques de trajectoire, c'est effectivement quelque chose de très perturbant pour la faune dans son ensemble, pas que pour les rapaces. Si il y a une zone sensible qui est repérée, soit parce que vous avez vu les animaux, soit parce qu'il y a connaissance d'un nid, soit parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un habitat qui vous semble potentiellement intéressant, une des choses à éviter absolument, c'est le vol frontal avec la direction, une direction frontale à la cible. Les vols tangentiels sont beaucoup moins perturbants en général pour toute la faune. Et c'est pareil aussi pour la faune domestique qui peut vous arriver de survoler. Mais voilà, effectivement, merci à Bruno pour cette remarque qui est très, très bonne. Euh, donc sur l'information, sur la demande de où trouver de l'information sur les ZSM, donc j'ai renvoyé le lien sur la vidéo explicative du principe de ZSM sur YouTube. Euh, Vous avez aussi de la documentation qui explique ce qu'est le principe de façon détaillée, qui est disponible sur le site de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Et sinon, pour savoir réellement où sont situés les ZSM JPET barbus, donc c'est ce que je disais pendant la présentation, les informations, elles sont désormais sur le site du service technique de l'aviation civile, donc accessible pour les pilotes. Et c'est de l'information qui est actualisée, donc fiable. Il y a une question sur une période particulièrement critique pour la majorité des espèces. C'est un peu compliqué. Alors, autant, comme l'a dit Katia, il y a une période plutôt pas critique, qui est l'automne pour la plupart des espèces. Après, on a vraiment un échelonnement des reproductions sur une large partie de l'année, qui fait que dès l'hiver, on entre dans des périodes critiques. Une partie des rapaces entre en reproduction dès le mois de décembre. Et ensuite, comme vous le savez, on a le printemps avec les espèces qui arrivent de migration, les espèces sédentaires, et on a un échelonnement des reproductions qui se suivent jusque juillet, jusqu'à mi-juillet, mi-août, selon les espèces. Donc voilà, c'est assez compliqué de définir une période critique générale. On est plutôt sur voilà, la période la moins sensible va grosso modo du 15 septembre, enfin 15 août, 15 septembre jusqu'à 15 novembre. Après, il va falloir vraiment regarder au cas par cas selon le milieu dans lequel vous vous trouvez et les espèces concernées. On n'aura pas du tout la même période de sensibilité. Je pense qu'on est peut-être passé un peu sur toutes les questions, sauf si j'avais fait quelque Il y en a chose. une que je comprends pas complètement. Ah oui, c'est une dernière peut-être. Ouais, effectivement, elle est 17h59, donc on va prendre peut-être une dernière question. Je ne sais pas si tu as parlé, Franck, peut-être des questions de Laetitia, donc pour les drones SPF, FPV. Oui, ben alors attention, hein, Natura 2000, c'est pas une zone réglementée. C'est une zone, c'est un espace sensible qui a été repéré, mais il n'y a pas de réglementation propre à Natura 2000 en termes de survol. Donc en fait, Natura 2000 va être un outil d'alerte qui va souvent pouvoir enclencher un autre outil réglementaire où là, selon la sensibilité du site, on gérera le survol ou pas. Notamment si c'est une zone Natura 2000, mais qui est à vocation euh, de préservation de la géologie ou de la flore, il n'y aura pas de réglementation sur vol. Si on est sur une ZPS avec un enjeu rapace, oui, on peut envisager derrière un outil réglementaire complémentaire pour régler le survol, mais c'est pas Natura 2000 qui fait la règle.
Ok. Et peut-être une dernière question qui m'a paru très intéressante. Donc, une dernière pour aujourd'hui. Question de Bruno. Certaines entreprises me demandent d'utiliser un drone pour stériliser par pulvérisation les œufs de nid des espèces protégées mais envahissantes, oiseaux marins, sur les bâtiments de leur emprise privée. Sont-ils dans la légalité? Alors, s'il s'agit de la destruction d'une espèce protégée, il faut une dérogation. Donc, pour savoir s'ils sont dans la légalité, il faut vous assurer de l'existence de cette dérogation. Alors, ça, c'est valable pour quel que soit le prestataire de service et quel que soit le service pour une entreprise ou pour une collectivité. Il y a une responsabilité partagée à partir du moment où le prestataire n'a pas vérifié que toutes les autorisations avaient été réalisées en bonne et due forme. C'est la même chose pour un conducteur de tractopelle qui va faire des travaux à un cours d'eau pour une commune. Le conducteur du tractopelle doit s'assurer qu'il y a bien une autorisation loi sur l'eau pour les travaux en question. Là, s'il s'agit de détruire une espèce, et à plus forte raison une espèce protégée, parce que l'empoisonnement, même si on n'était pas sur une espèce protégée, il serait interdit. Il est interdit à la base. Donc là, en l'occurrence, le pilote du drone commissionne pour cette activité-là, doit demander à s'assurer que l'entreprise en question a bien fait sa demande de dérogation espèce protégée. C'est une procédure qui est très lourde, puisque ça va partir au Conseil national de la protection de la nature. C'est une procédure qui souvent dure au-delà est plus longue qu'une année à mettre en œuvre. Donc là, comme ça, je dirais qu'il est quand même fort probable que ça soit fait un peu en dehors des clous. Il a la possibilité de s'en rapprocher de l'Adréal ou de l'OFB, là encore, pour vérifier un peu la légalité de la chose. En tout cas, vous ne lancez pas dans ce type d'opération comme ça, parce que là, vous allez bouffer la baraque, comme on dit. Voilà, je crois qu'il y a encore quelques autres questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, mais on les note bien et on prendra le temps de répondre à toutes les questions après le webinaire et faire un document un peu récapitulatif aussi.